Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie cette saison encore de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. Alors dans le dernier épisode du Monde Devant Soi, avant la pause estivale, c'était le 22 juillet dernier, on vous a parlé du retrait de Joe Biden en faveur de Kamala Harris. Depuis près de 40 jours se sont écoulés, près de 40 jours au cours desquels la démocrate a été officiellement investie par son camp à Chicago le 22 août. 40 jours où elle a choisi son colistier en la personne de Tim Walz, le gouverneur du Minnesota, un mâle blanc de plus de 50 ans, un profil idéal pour séduire les électeurs indépendants dans les swing states, en tout cas selon les stratèges démocrates. Le choix Harris semble payer, comme le montrent les sondages dont on connaît les limites dans cette élection si particulière, mais tout de même l'écart se creuse avec Donald Trump et une nouvelle dynamique a été donnée à cette campagne, comme le montre la convention démocrate où les leaders semblaient retrouver une combativité certaine, combativité qui avait semblé disparaître avec Joe Biden. Et ce jeudi 29 août, Kamala Harris a accordé sa première interview télévisée de candidate à CNN en compagnie de son colistier. Alors la prestation n'a été ni décevante ni flamboyante, elle a déroulé ses axes de campagne sans surprise, soutien aux classes moyennes, lutte contre l'inflation, lutte contre l'immigration illégale et maintien du soutien à Israël. Alors pour commencer, Jean-Marie, Alain, de ce qu'on a vu hier dans cette interview donnée à CNN, sur le plan programmatique, Kamala Harris, mais c'est pas dans ceux de Joe Biden. Elle a choisi un positionnement que l'on dit modéré ou centriste ou centre-gauche, mais son positionnement n'est pas détachable de celui de son adjoint, de son candidat vice-président, parce qu'il couvre des terrains différents. Elle, son positionnement lui permet d'être rassembleuse, un petit peu au-dessus des clivages partisans, néanmoins solidement ancrée dans la tradition et dans le catéchisme démocrate. Et lui est très orienté classe moyenne, c'est-à-dire au fond, puisque l'on considère que le vote populaire, et plus on est dans le populaire, plus on est chez Trump, essayer de reconquérir une partie notamment de la classe moyenne. Et donc le candidat vice-président incarne parfaitement cela. Il n'a pas trop besoin de parler d'ailleurs, il suffit qu'il apparaisse. Et par exemple, il faut regarder sa façon de se vêtir. Il s'habille comme quand il va à la chasse ou quand il va à la pêche, ou avec des tenues qui sont des tenues ordinaires, qui sont des tenues qui font écho au rythme de vie et au style de vie de ses compatriotes, qui sont précisément de la classe moyenne. En gros, il est la classe moyenne, il incarne la classe moyenne, il n'a pas trop besoin de discours. Donc il faut considérer le positionnement de Kamala Harris en fonction du colistier qu'elle a choisi et qui lui permet d'ouvrir donc dans cette direction qui a été perdue par les démocrates et qui a été totalement monopolisée par Donald Trump. Donc je pense qu'une grande partie de sa force aujourd'hui, c'est ça, c'est d'avoir réussi ce mélange-là. Ce colistier, d'ailleurs, Tim Walz, vous aviez dressé le portrait avant même qu'il soit nommé, vous aviez donné le profil idéal d'un éventuel colistier de Kamala Harris, Alain, lors d'un épisode en juillet. Est-ce que vous pensez que ce choix est le bon, comme Jean-Marie? Évidemment, je pense que oui, puisque c'est ce que vous aviez prédit, mais est-ce que vous pensez qu'il va peser dans les swing states qui semblent acquis à Donald Trump? Les swing states sont pas forcément acquis à Donald Ceux qui semblent acquis, Trump, ceux qui semblent en faveur de Trump. Sinon, ce ne seraient pas des swing states. Ils seraient soit républicains, soit démocrates. Donc, ils hésitent, les swing states, de temps en temps. Mais on avait vu Biden avoir pour les démocrates. On avait vu Biden avoir un certain retard dans ses États dernièrement. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que lui peut changer la donne? Tout à fait. Et je pense que ce choix était excellent. Comme c'est un duo très complet, comme le disait Jean-Marie. Il se révèle très dynamique. Il se révèle avec un punch assez étonnant qui surprend tout le monde. Et il complète bien le portrait politique, le profil politique de Kamala Harris, si vous voulez. Il s'agit toujours de déborder de son électorat. D'autant que lui, comme gouverneur, a pris des mesures qui sont des mesures considérées comme très à gauche. Plus que même que ce qu'a pu faire l'administration Biden sur des sujets sociétaux notamment, et la question des trans, la question du mariage gay, il était en avance sur tout le monde dans son État, et en même temps il est chasseur, il est pêcheur, il ressemble à la classe moyenne. Vous savez, c'est un personnage de ce peintre de l'Amérique des années 50 qui était Norman Rockwell. C'est vraiment un personnage sorti de l'Amérique de Norman Rockwell, et il est très bon orateur en plus. Il est là en famille.
véritablement dans toutes les émissions de télévision. C'est très rare que le vice-président, pour répondre à votre question, joue un rôle important dans l'élection. En général, le vice-président est relativement marginal, dans l'élection j'entends, au moins dans l'élection. Et donc là, il semble que Tim Walz joue un rôle très important, très dynamique, actif dans l'élection. En ce moment, il fait une tournée, notamment dans le sud historique. Il était en Géorgie lors de l'émission dont vous avez parlé au début, l'interview, le premier entretien accordé à CNN. Il était aux côtés de Kamala Harris à ce moment-là. Et ils vont poursuivre cette tournée. Donc, non seulement il lui apporte des choses, il complète son profil politique de manière à pouvoir déborder de son électorat traditionnel, de l'électorat qui lui est acquis, mais en plus, il semble être un redoutable politique. Là, on parle d'image, on parle de valeur, mais sur le plan programmatique, pour revenir à ma question d'ouverture, et par rapport à ce qu'on a entendu hier de Kamala Harris sur CNN, finalement, Kamala Harris, c'est du Biden sur le plan des idées et sur le plan des actions? Je ne sais pas. Vous ne pouvez pas encore dire ça, parce que ce qu'elle fait en ce moment, c'est un recentrage par rapport aux positions qu'elle a défendues lors de sa campagne de 2020. Elle va sur la droite de ce qu'elle avait dit dans sa campagne de 2020. Lors de sa campagne de 2020, elle était par exemple pour une interdiction totale de ce qu'on appelle le fracking, c'est-à-dire ce mode d'exploitation des schistes bitumineux pour en sortir du pétrole ou du gaz avec des produits qui sont particulièrement polluants pour arriver à cette fin. Maintenant, c'est fini. Elle autorise le fracking. Elle a abandonné ça. C'est important. C'est important parce que c'est un thème très, très fort dans la gauche démocrate, si vous voulez. Elle était, par exemple, aussi pour étatiser véritablement le mécanisme d'assurance santé. C'est ce qu'avait proposé en son temps Hillary Clinton. Elle a abandonné ça. Elle reste simplement à l'extension progressive de ce qui marche très très bien et qui est un succès national aux États-Unis, le plan d'assurance santé que l'on doit à Barack Obama. Enfin, on voit bien aussi que ponctuellement, elle se sent obligée de répondre à aux deux grandes questions que se posent les Américains. C'est l'immigration incontrôlée. Les démocrates qui gouvernent New York disent que c'est devenu impossible. Il y a des tentes igloos avec des immigrés venus d'Amérique centrale partout dans New York, comme je l'ai vu à Washington au mois de mars, par exemple. Et donc la crise de l'immigration a totalement échappé à l'administration Biden, et vous verrez que pendant le débat entre Donald Trump et Kamala Harris le 10 septembre, vous verrez que cette question sera au cœur du débat. Ils n'ont pas contrôlé l'immigration. Alors qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle répond sur cette question. Elle répond à droite. C'est-à-dire qu'elle dit, écoutez, au Sénat, en février 2024, les démocrates et les républicains s'étaient mis d'accord sur un plan pour renforcer la sécurité à la frontière avec le Mexique, par où passe l'essentiel de l'immigration illégale. On parle de millions d'entrées, n'est-ce pas? Alors, ce plan est allé devant la Chambre, mais Donald Trump a interdit à la majorité républicaine à la Chambre de voter ce plan bipartisan, ce projet, cette proposition de loi de régulation à la frontière bipartisane, parce qu'il s'est dit, il vaut mieux que ça soit la pagaille continue à la frontière, ça sera un excellent argument électoral. Et elle a dit, ben non, moi, si j'ai la majorité, dès que j'arriverai au pouvoir, je m'efforcerai de faire passer ce texte. Or, ce texte, pourquoi les sénateurs républicains ont signé ce texte avec d'autres sénateurs des démocrates? Parce qu'il reprend l'essentiel du programme républicain sur le contrôle de la frontière, c'est-à-dire un mur, 1500 contrôleurs, douaniers, police des frontières. En plus, une réexpulsion immédiate des illégaux, peu importe qu'ils aient fait leur demande ou pas leur demande de visa aux États-Unis. Donc un plan qui avait suscité la colère de la gauche démocrate, là encore. Et donc vous voyez comme ça que petit à petit, elle se recentre ou elle penche à droite par rapport à son profil politique lors de sa campagne présidentielle de 2020. Elle fait ça avec un certain brio.
et avec pas mal de talent pour empêcher, si vous voulez, parce qu'elle sait bien que l'élection se gagne au centre. Elle sait bien que l'élection se gagne au centre. Elle a les faveurs de la gauche démocrate pour un tas de raisons liées à ses identités multiples, à cette carte d'identité avec identité au pluriel, et sur laquelle elle est excellente, parce qu'elle dit mais ça ne m'intéresse pas ces questions-là. Il pourra m'attaquer 100 fois sur le fait que je suis asiatique, que j'appartiens à la fois à une église hindoue et à une église baptiste, ce qui est le cas, et que mon père est jamaïcain. Elle refuse d'entrer dans cette seule discussion. Je suis une Américaine de la classe moyenne, je pense que une des valeurs clés, c'est la méritocratie. Ils ne l'enfermeront pas dans une identité, elle est trop intelligente pour cela. Mais en revanche, on voit ces questions-là, l'immigration, l'inflation. L'inflation, en ce moment, porte essentiellement sur le coût du logement. Les Américains ne peuvent pas se loger. La classe moyenne n'arrive pas à se loger. Le coût du logement a explosé, naturellement, du fait de la lutte contre l'inflation, du fait de la hausse des taux d'intérêt, de tous ces mécanismes. Donc, elle a fait un bouclier avec une somme de 25 000 $ par chaque nouveau couple ou même nouvel individu cherchant à devenir propriétaire de son logement. Oui, il y aura une aide de 25 000 $ à chaque primo-accédant, et puis il y aura la construction technocratique. Et il y aura aussi la construction de 3 millions de maisons pour aider justement les gens à se loger. Donc voilà comment elle essaye de corriger les thèmes qu'elle avait défendus dans sa campagne de 2020 et comment elle essaye de répondre aux deux grands axes d'attaque qui devraient être les attaques du camp républicain, immigration et inflation. Ce que décrit Alain, c'est vraiment ce qu'on appelle un recentrage. On peut dire c'est à droite par rapport à sa campagne initiale. Laquelle campagne initiale, quand elle était candidate et qu'elle a dû abandonner, elle était... On parle des primaires là pour recentrer, des primaires démocrates de 2020. Voilà. Mais elle avait là-dedans la très très dure sur Joe Biden. Avant que Joe Biden ne la choisisse comme vice-présidente, elle avait été dans la campagne des primaires la plus rude, la plus difficile d'ailleurs, et on se demandait si ça n'avait pas laissé des traces chez Joe Biden avant que Joe Biden ne lui donne sa confiance pour lui succéder en quelque sorte. Donc, mais c'est très exactement ce qu'on peut appeler un recentrage. Sur tous les thèmes qu'a évoqué Alain, le plus difficile c'est évidemment l'immigration, mais sauf que l'argument de l'immigration est simple. Et c'est vrai que les républicains ont bloqué à la demande de Donald Trump ou sur ordre de Donald Trump parce que lui considérait que plus c'était bordélisé en quelque sorte à la frontière et plus ça devait lui profiter. C'est une technique que les extrémistes connaissent bien, cette bordélisation. Et donc, elle n'en sera pas comptable de cela. Mais en revanche, on pourra la créditer du virage qu'elle veut prendre ou des décisions qu'elle veut prendre. Sur le fracking, Donald Trump a déjà essayé. Il a essayé plusieurs fois dans différents meetings d'insister là-dessus en disant mais elle était contre et maintenant elle est pour. Il a fait de girouette, oui, et puis beaucoup. Ça ne marche pas. Pour le moment, ça ne marche pas, ça ne prend pas. Ça prendra peut-être un moment, mais pour le moment, ça ne prend pas. Donc, il faut considérer, comme le dit Alain, qu'elle a une certaine habileté, en tout cas, et puis il y a d'autres raisons qui la portent. Et je pense quand même que d'un côté, il y a l'immigration, c'est vrai, mais de l'autre, il y a toutes les thématiques de l'avortement. Et sur l'avortement, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience qui va au-delà du public démocrate, qui est évidemment vent debout contre les interdictions, mais au-delà, il y a tellement de drames aujourd'hui qui se produisent à cause de ces législations dans certains États interdisant l'avortement, que ça ne peut pas ne pas être un élément clé de la campagne présidentielle. Et pour préciser, Kamala Harris se prononce pour une autorisation fédérale de l'avortement, alors que Donald Trump, c'est pas très clair. Il s'était propositionné pour une interdiction fédérale et maintenant il recule selon son colistier J.D. Vance. Il y a quand même des éléments de contestation dans le camp Kamala Harris. On l'a vu lors des manifestations ou des meetings qu'elle tenait. Ce sont ce mouvement de Gaza. C'est la gauche, la jeune gauche démocrate qui manifeste contre ça. Elle ne bouge pas par rapport aux positions de Joe Biden. En fait, c'est pas risqué pour elle cette position sur le plan politique. Si, mais les positions de Joe Biden, on voit pas comment elle pourrait aller au-delà ou comment elle pourrait changer la nature de ses positions, parce que c'est une position en faveur de deux États. Les deux États sont récusés par Netanyahou de toute façon, et on sait très bien par ailleurs que on peut contester la position des démocrates, on peut contester la position de Kamala Harris, mais on ne peut pas contester le fait que Donald Trump soit, j'allais dire, pieds et poings liés avec Netanyahou, et d'ailleurs un de leurs amis communs qui est Poutine, mais ça nous entraînerait ailleurs. Et donc, cette façon qu'a Netanyahou d'attendre, d'extrémiser davantage en attendant l'élection de Trump ne peut pas ne pas conduire un certain nombre de responsables démocrates qui sont critiques de la position
officielle des démocrates et de Joe Biden à un vote qui ne soit pas un vote qui permette le retour de Trump. Au fond, la gauche démocrate espérait qu'elle soumette la poursuite des livraisons de munitions américaines à Israël à un arrêt des bombardements. Un arrêt des bombardements et une négociation pour sauver, s'il est encore possible de sauver, les derniers otages israéliens et pour arrêter le martyre que vit la population civile de la bande de Gaza. Non, elle n'a pas pris ce risque-là et elle s'est alignée, comme le disait Jean-Marie, sur les positions de Biden qui a toujours refusé, lui, de conditionner les livraisons d'armes au comportement du gouvernement israélien. Un bon colistier, un recentrage programmatique, une bonne dynamique depuis la Convention démocrate, avec un résultat, c'est que Kamala Harris distance Trump dans les sondages. Comment on réagit du côté du camp républicain ? On réagit très mal. C'est la panique. On réagit très mal. Les conseillers de Trump sont furieux contre lui parce qu'il est incapable de changer de registre. Il n'est que sur un seul registre, celui de l'insulte. Il flirte constamment avec des propos de type raciste à l'adresse de Kamala Harris. Il l'a traité de communiste, il l'a traité d'idiote, il a dit que son QI était nul, et il a dit qu'au fond, il y avait des jobs qui étaient pour les Noirs et des jobs qui ne l'étaient pas. Et donc, il flirte constamment avec l'insulte, avec des remarques qui relèvent du sexisme, et qui flirte avec le racisme. Il n'arrive pas à sortir de ce registre, il n'arrive pas à concentrer ses attaques sur l'immigration, sur l'inflation, sur des sujets qui préoccupent la classe moyenne américaine. Ses conseillers, son candidat vice-président aussi, J.D. Vance, sont furieux et lui disent « changez, arrêtez ce type d'attaque personnelle », mais au fond, on voit très bien quel type d'homme politique, quel type de politique est Trump. Il aime le meeting. Il aime l'acclamation par le meeting. Il aime, si vous voulez, favoriser ce qu'il y a de plus bas ou ce qu'il considère de plus drôle dans les attaques et que partage une grande partie de son public. Il aime l'acclamation parce qu'il transgresse, parce qu'il flirte avec des choses qui ne se font pas en politique. Tout ça au nom d'une dénonciation du politiquement correct des élites. C'est un homme politique qui est un homme de meeting. Ce qu'il aime, c'est l'âger avec ses partisans. Et là, il donne libre cours à ce qu'il considérait comme de l'humour et à ce qui soulève des acclamations de l'ordre d'un culte à l'égard de son chef. Tout le reste du parti dit non, arrêtez, concentrez-vous sur le bilan de Kamala Harris et ce qu'a raté l'administration Biden-Harris. C'est là-dessus qu'il faut attaquer, c'est sur l'inflation, y compris encore sur les prix alimentaires, même si en moyenne nationale, l'inflation a été ramenée, elle est passée de 10% quand même, pratiquement, au début du mandat de Biden à 2,5% aujourd'hui, et attendez-vous à ce qu'en septembre, il y ait une baisse des taux d'intérêt. La Banque fédérale américaine annonce une baisse des taux d'intérêt, bien que Trump ait menacé le patron de la Fed de le virer s'il faisait une baisse des taux d'intérêt avant le 5 novembre. Non, il en est incapable, et donc elle a semé la panique dans le camp républicain, absolument. Et le camp républicain avait un angle d'attaque: l'âge et le gâtisme soi-disant de Joe Biden. Déboule une politique qui a 59 ans, un punch invraisemblable et qui prend comme équipier, pour former son ticket et candidat à la vice-présidence, un homme qui s'avère aussi, et lui aussi c'était insoupçonné, un grand politique. En tout cas, un grand politique en campagne. Quelqu'un qui sait faire campagne. Et voilà, donc c'est la panique. Et les sondages confirment cette panique, puisqu'il faut quand même relever la performance incroyable de Kamala Harris. Mais au fond, elle n'est que la mesure de l'impopularité de Joe Biden, y compris dans l'électorat démocrate. Elle vous donne la mesure de l'impopularité. Impopularité qui était dans les sondages. Plus de 72% de l'électorat démocrate ne voulait pas de Joe Biden depuis le début, quel que soit le jugement qu'il porte sur la manière dont il a gouverné les États-Unis pendant 4 ans, plus que respectable. Eh bien voilà, elle a gagné à peu près 8 points. Si vous voulez, sur la moyenne nationale, Joe Biden était devancé de 3 à 5 points
par Donald Trump, eh bien maintenant c'est Kamala Harris qui est en tête, vous l'avez dit, de 3 points, au moins de 4 points. Et puis dans les 6 ou 7 États pivots, ceux dont l'électorat balance d'un camp à l'autre selon au fil des élections et des candidats, eh bien pour la moitié de ces États pivots, elle fait jeu égal avec Donald Trump, et dans les autres, c'est toujours Donald Trump qui l'emporte. Ce qui fait que les gens qui font une analyse ou une synthèse des sondages disent pour le moment, ça reste une élection extrêmement serrée. Une élection extrêmement serrée que les sondages ont beaucoup de mal à lire et on vous expliquait ça le 19 août sur Slate. On vous mettra le lien vers l'article dans la description dans les de États ce podcast. Hésitants, je pense qu'il y a la Pennsylvanie toujours. Il y a la Pennsylvanie, bien sûr, dont le gouverneur s'appelle Shapiro et dont Donald Trump nous a expliqué récemment que Shapiro est juif. Donc là, dans la série Je flirte avec des lignes rouges, je pense qu'on commence à en avoir un autre exemple. Et donc ça, je pense aussi que ça devrait finir par se retourner contre Trump. Merci Alain, merci Jean-Marie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Et d'ici là, je vous conseille d'écouter votre podcast Jean-Marie Colombani qui s'appelle Mémoire d'un monde, qui est disponible sur ce flux du Monde devant soi. Merci à tous les deux et à la semaine prochaine. Merci Christophe. Merci Christophe. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.